Du coup, restez avec Merci à nous. vous. On va voir des exemples live de Hotwire. Donc, salut Nicolas. Des exemples live de Hotwire. Donc, on va retrouver Adrien Ciani, développeur Hotwire de la première heure. Et on va retrouver aussi Bob Martel, développeur chez Home Ciné Solutions. Et Adrien Poli, développeur chez Plume, qui vient nous en parler et nous montrer des vidéos de comment Hotwire, ce que ça donne finalement quand on a Hotwire dans son app. Et puis on va voir finalement quand on passe de Vue, React à Hotwire, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on se sent plus libre? Est-ce que fuck yeah, on gagne du temps ou pas? Parce que c'est vraiment ce que nous avait promis notre ami DHH l'année dernière. On l'a cru, tout en disant que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc c'est le moment du contrôle. Adrien, alors, il y a deux Adrien, donc on va dire Intrépide. Voilà, Adrien, je vais t'appeler Intrépide. C'est son nickname sur GitHub. Et sur Adrien Twitter, Poli, je vais follow. Adrien. Voilà, follow, bien sûr. Alors du coup, les gars, la première question est simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter vos apps? Clément, n'hésite pas à couper ta caméra, sauf si tu souhaites intervenir. Du coup, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter comment vous avez découvert Hotwire en quelques mots, et puis voilà, parler de vos entreprises respectives. Qui fait l'honneur? Ah, pardon, Intrépide, vas-y. Très bien. On va le refaire en français parce que moi aussi mon anglais est approximatif. Donc, Adrien, ça fait, comme je disais tout à l'heure en anglais, 10 ans, un peu plus que je fais du Ruby et du Rails. J'ai découvert Hotwire parce que j'étais très intéressé par un peu tout ce qui tournait autour de Hey. Donc, DHH avait beaucoup teasé la New Magic, il l'appelait comme ça sur Twitter, donc la nouvelle techno un peu front-end. Pour avoir bossé sur du React un petit peu avant, je déteste pas, mais j'ai vu pas mal de limitations et moi je suis un assez grand fan du server-side rendering. Donc naturellement, quand Hey est sorti, je me suis intéressé très très vite et comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de le mettre en production très très rapidement. Et pour l'instant, je regrette pas. Super. Je passe la main à Adrien 2. Bonjour. Adrien Poli, donc moi je suis le CTO chez Plume. Donc Plume, c'est une application éducative. Notre mission, c'est de faire progresser les enfants en expression écrite. Et donc notre application est utilisée par des enfants à la maison avec leurs parents ou en classe avec leurs enseignants. Elle leur permet d'écrire dans un environnement ludique et qui se veut bienveillant, voilà, motivant pour les enfants. C'est une autre approche de l'écriture. Donc pour moi, j'ai un background plutôt technique, même si j'ai eu une première partie de ma carrière qui était plutôt commerciale. Je faisais plutôt du bizdev export. Je suis passé par le wagon à un moment, je me suis reformé à mes premiers amours, parce que j'avais fait du développement au tout début de carrière. C'est là où j'ai découvert Rails, donc il y a 5 ans à peu près. Et depuis, voilà, je suis investi à fond dans cette communauté, cette technologie. Et j'ai rejoint Plume il y a 3 ans de ça, à peu près. Et très tôt, en fait, on a commencé notre rencontre avec Hotwire sur la partie Stimulus, qui est une des briques de Hotwire, dans lequel j'ai eu un gros flash dès le début où cette technologie est sortie. Et on a très vite mis en place ça, ce qui nous a aidé sur des petites équipes à faire des features assez rapidement. Du coup, là, on passait donc du NFT à Adrien, donc, qui travaille dans une entreprise pour développer la responsabilité sociale et environnementale des restaurants. Et toi, Adrien Poli, donc tu me disais la dernière fois qu'on préparait que ton app a été utilisée par plus de 100 000 personnes. C'est quelque chose d'énorme en quelques années, c'est ça? Ouais, c'est vrai que après, on va pas cacher que le Covid et l'école à la maison et ces choses-là a été un tremplin assez fou. Pour nous, du jour au lendemain, on est passé de quelques profs qui s'inscrivent sur l'application par semaine à Macron annonce que les écoles vont fermer et là, ça
ça explose dans tous les sens. Et c'est là la magie de Rails, c'est que finalement, on a réussi. On n'a eu aucun arrêt du système, aucun crash. Il y a eu des moments où ça tournait un peu lentement, on a optimisé le truc. Mais en fait, très facilement, on a réussi quand même à suivre cette charge, quoi, avec une toute petite équipe. Et donc, ça, c'était vraiment Super. cool. Merci beaucoup, Adrien. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais Bob, du coup, est-ce que tu peux te présenter également, ainsi que Home Ciné Solutions? Alors moi, je suis ce qu'on appelle un vieux développeur, parce que j'approche la cinquantaine. J'ai eu une première partie dans ma carrière où j'étais dans la fonction publique, puis j'ai fait un bore-out, c'est-à-dire que je me suis tellement ennuyé que j'ai cherché quelque chose dans le privé. Et donc, ça fait maintenant 7 ans que je travaille pour Home Ciné Solutions. Alors, Home Ciné Solutions, c'est d'abord un site e-commerce de vente de hi-fi et de home ciné, mais c'est aussi un magasin physique qui est situé à Compiègne. On existe depuis 2001. Il y a une vingtaine de personnes à l'heure actuelle qui travaillent, dont 2 à l'IT. On fait environ 16 millions de chiffre d'affaires. On a 25 000 commandes par an environ, quoi. Et sur la partie e-commerce, en fait, on a un objectif d'avoir des performances qui sont moyennes, enfin, d'une performance moyenne, un temps de réponse moyen de 100 millisecondes à peu près. Et du Donc, coup, pardon. Oui, vas-y. Je croyais que tu avais terminé. Excuse-moi, je te laisse terminer. Non, je voulais simplement dire qu'en fait, on gère un site e-commerce un peu comme Shopify, mais on a tout fait nous-mêmes. On aurait très bien pu prendre un Shopify ou prendre n'importe quelle autre solution e-commerce, mais on a préféré être très spécifique dans la mesure où on voulait vraiment gérer toute la partie ERP, donc tout ce qui concerne la facturation, la gestion, les expéditions, la comptabilité, enfin tout ce qui fait qu'un site e-commerce fonctionne, quoi. Super. Voilà. Et donc coup, tout ça tourne en Rails depuis Rails 1. Moi, j'ai rejoint l'équipe au moment de la migration entre Rails 4 et Rails 5. Et c'était un gros challenge à l'époque. Ce que tu me disais, c'est que là, vous êtes sur Rails 6, voire Rails 7. Alors, on est passé à Rails 7 il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est beau, ça. C'est pas évident de changer de version. Et du coup, ce que je trouve hyper intéressant dans le panel qu'on a ici, c'est qu'on a à la fois Adrien, donc nouvelle startup, qui a créé son app SaaS from the ground up avec Hotwire. Donc on a Intrepid qui a fait ça. On a Adrien donc qui lui a une application mobile, donc c'est plutôt un SaaS à la fois B2C et donc un peu B2B naturellement, même si je ne sais pas si on peut dire que c'est un business, une école, mais bon, on s'est compris. Et puis ensuite on a un site e-commerce, on a une partie de l'app qui est codée avec Hotwire, c'est pas toute l'app, c'est ça. Bob. Si, on migre les deux parties en fait. Ah, vous avez tout migré. Enfin, on saupoudre. J'en reparlerai peut-être après. C'est vrai que l'intérêt de Hotwire, c'est vraiment qu'on peut y aller par petites pincées et c'est tout de suite très pratique, quoi. Et du coup, est-ce que vous ne montreriez pas ce que ça donne parce que finalement, nous, on est sur Vue chez Wizvip, sur React. On se demande, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche? On imagine bien que ça marche, on a tous vu Hey. Mais ça nous intéresserait de voir in real life et que vous, les devs, vous nous expliquez comment vous faites fonctionner chaque partie. Donc, vous avez préparé des vidéos. Je propose qu'on commence par toi, Intrépide. C'est parti. Alors, je partage mon écran. On va mettre les mains dans le cambouis. Là. C'est parti. Ok. Donc, normalement, vous voyez mon écran si tout va bien. Oui. Alors, normalement, ça oui, ça prend un petit peu de temps, mais ça finit toujours par marcher. C'est ça qui est bien avec BitMarker. On est bon. Yes. Ok. Donc, pour reparler un petit peu rapidement des quotas, donc comme tu l'as dit, Timothée, on est une entreprise d'économie sociale et solidaire et on accompagne les restaurants dans leur transition écologique de plusieurs manières, mais principalement en auditant un peu leurs pratiques. Il y a une partie qui est un autodiagnostic, c'est ce que je vais montrer aujourd'hui. Et après, on a une partie qui est plutôt sur l'analyse automatisée des factures, qui est un peu plus back-end, qui est aussi très intéressante. Donc là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est notre petit questionnaire de diagnostic. Il y a environ 200 questions sur 8 catégories différentes. Et l'idée, c'est d'avoir un peu une idée à un instant T de
des pratiques du restaurant. Donc on a besoin de poser toutes ces questions assez rapidement à la suite. C'est une expérience qui n'est pas forcément ultra agréable pour l'utilisateur de répondre à 200 questions, donc il faut que ce soit relativement rapide et relativement utilisable facilement. Donc là, je vais laisser rouler la vidéo sur la partie un peu réponse et je vais montrer à quoi ça ressemble après côté Hotwire. Donc là, on peut répondre à une question, rajouter une petite explication. Donc on voit que ça ouvre un petit formulaire directement dans la page. On voit qu'on peut modifier l'explication. On voit que le nombre en haut à gauche de questions remplies a évolué. Et là, on a certaines questions qui sont dépendantes les unes des autres. En fait, elles sont masquées tant qu'on n'a pas répondu à une question. Donc là, c'est est-ce que l'approvisionnement contient des fruits de mer? Toutes les questions relatives aux fruits de mer, elles sont masquées si on répond non et elles sont affichées si on répond oui. Et donc, à quoi ça ressemble côté Hotwire? C'est assez intéressant parce qu'on utilise, là, dans cet exemple-là, on utilise pas mal de choses différentes de Hotwire. On utilise on utilise Stimulus, on utilise les turboframes et on utilise les turbostreams. Donc, je vais expliquer ça étape par étape. La première chose intéressante à voir, c'est que quand on clique sur une réponse, ici le oui, le formulaire, en fait, il est automatiquement envoyé. Donc ça, c'est via Stimulus, via un petit contrôleur, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, qui simplement permet de soumettre un formulaire après qu'on ait réalisé une action. Donc là, c'est au clic au changement d'un des inputs, on valide le formulaire. Donc ça, c'est le premier élément avec Stimulus, qui évite d'avoir un bouton envoyé pour chaque question. Ensuite, on voit qu'une fois qu'on a cliqué, tout d'un coup, on a la question qui passe en mode répondu en vert, avec ajouter une explication qui apparaît, avec le nombre en haut à gauche qui s'augmente. Et donc ça, c'est via un TurboStream. En fait, on va, une fois que notre contrôleur aide, ça processe la question, on va renvoyer, on va dire, modifie telle partie de la page, donc via son ID HTML. Donc, modifier la question numéro 2 avec tel bout de HTML. Donc, on voit vraiment que du HTML dans la réponse. Donc, on voit le nouveau... Alors, moi, j'ai une question directe parce que c'est un peu la prochaine question que j'avais posée. Mais ce que je trouve top, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être dans une SPA. Moi, en tant qu'utilisateur, ce que j'aime bien, c'est quand c'est réactif comme ça. J'appuie quelque part, ça change mon endroit. C'est top. Et du coup, toi qui as fait beaucoup de React, c'est ça, chez Drivey, ouais. Est-ce que tu as vraiment pu coder ça plus rapidement ou c'était juste plus agréable à coder? Les deux, en fait, je trouve. Okay. L'idée, c'est que quand tu développes une SPA comme ça, tu as vraiment un peu cette dualité entre je fais mon rendering front et je fais mon API qui peuvent potentiellement les deux être testés d'une manière différente, chacun dans son coin. Là, l'avantage pour moi, c'est que en fait, j'écris mon code comme si l'application n'était pas réactive de base. Et en rajoutant un petit peu les sprinkles de Hotwire derrière, je peux la rendre réactive assez rapidement. C'est ça qui était intéressant. Top. Et juste pour parler des turboframes, ça se passe sur la partie acheter une explication. Là, on voit qu'ici, quand je clique, tout d'un coup, j'ai mon nouveau formulaire qui s'ouvre. Et donc là, il faut imaginer qu'on a un contrôleur, explanations controller, par exemple. Et en fait, le lien à ajouter une explication, il renvoie vers explanations/new. Qui va en fait lui contenir simplement le formulaire. Vu qu'il est intégré dans une turboframe, la page entière ne se recharge pas, uniquement la partie scopée. Donc là, il faut imaginer qu'on a une turboframe qui entoure en fait toute la partie autour du formulaire. Uniquement cette partie-là va se mettre à jour. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir un formulaire inline qui fonctionne sans interrompre le reste de la page. Donc, on voit que ça réagit plutôt bien. Ce qu'il faut peut-être expliquer aussi aux gens qui connaissent pas forcément le fonctionnement de ce principe de TurboFrame, c'est que le principe, c'est que on encadre un bloc HTML que l'on veut rendre dans la vue avec un identifiant. Et en fait, en faisant la requête en faisant une requête get, en fait, Hotwire va remplacer tout le code qui est renvoyé. Il va simplement extraire celui qui est
qui a le même ID que la frame que l'on cible, en fait. Donc, en fait, c'est au niveau serveur, c'est comme si on renvoyait une page complète, mais Hotwire va extraire simplement la partie qui est utile pour faire le remplacement, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça Ce qui est fonctionne. intéressant aussi en termes de migration, c'est que des fois, simplement wrapper un turbo frame tag autour de certains formulaires dans votre appli, ça suffit pour rendre l'appli déjà infiniment plus réactive. Mais du coup, c'est quand tu étais sur Slim avant, tu passes sur Hotwire, bien sûr, c'est mieux, enfin, c'est facile. Bon, quand c'est sur une SPA, passer sur Hotwire, ça fait un petit peu mal, tout le code à la poubelle. Oui, alors bien sûr, là on peut parler de migration pendant un moment parce que c'est vraiment un paradigme qui est très différent. L'idée c'est si vous êtes déjà sur du server-side rendering, c'est vraiment très très facile à rajouter. Si vous êtes sur une SPA, Vue ou React, il y a des questions plus importantes à se poser avant. Du coup, Adrien, est-ce que tu nous montres, oui, pardon, Adrien Poli, du coup, est-ce que tu nous montrerais pas à quel endroit vous utilisez du coup Hotwire dans votre stack avec ta petite vidéo? Je vais vous montrer deux petits exemples tout simples. Donc, chez Plume, notre application avait déjà un certain âge quand est sorti Hotwire, donc on a fait une transition progressive. Et ça, c'est quand même le truc qui est sympa aussi avec Hotwire, c'est qu'on peut vraiment y aller doucement dans la transition. On n'est pas obligé de faire tout one block. Je vais montrer deux petits exemples très simples. Je pense qu'on a tous dans nos apps Rails souvent le besoin de faire des remote modal qui s'affichent avec du contenu dynamique. Donc là, on est sur la bibliothèque de l'enfant où l'enfant peut choisir ses histoires. Et quand il clique, il découvre un petit peu plus d'informations sur les histoires qu'il va pouvoir écrire, continuer. Et quand on est sur une histoire, on peut aussi naviguer à l'intérieur. Donc tout ça, en fait, ce sont toutes des modales qui sont server-side rendered en remote. Et donc ça se fait vraiment hyper facilement avec des frames. Je vais essayer de vous illustrer un petit peu comment ça se passe. Donc dans le bas de la page, en fait, on a une frame là qui reçoit les previews. Donc c'est là où le serveur va render les bouts de modal. Et quand on ouvre, ben, en fait, on a cette modale qui arrive et qui, elle aussi, a une autre frame. Donc, quand je navigue à l'intérieur, ben, je vais naviguer dans cette frame. Donc, en fait, les turboframes, il faut les voir un petit peu comme les iframes mais, de l'époque, mais avec beaucoup moins d'inconvénients que ce qu'avaient les iframes à une époque. Voilà, donc un autre exemple que je voulais montrer, alors c'est pas encore en production chez nous, on travaille dessus, c'est sur un correcteur orthographique. Donc là, vous voyez, il y a un texte que l'enfant pourrait avoir tapé, et on a une API qui va nous donner des retours, des suggestions orthographiques. Et donc, de la même manière, si j'affiche les frames que j'ai ici, donc on a une première frame qui est invisible, et c'est là où on va recevoir les suggestions de correction orthographique. Et quand on clique ou quand on survole un mot, mais là, de la même manière, on va venir chercher les explications sur ces corrections orthographiques qui vont venir dans cette bulle sous forme de frame en server-side render. Et là, si je change la correction, donc là, je reçois, donc on ne les voit pas, mais je reçois des nouvelles suggestions de correction parce qu'on refait une passe de correction orthographique parce que ça évolue dans le temps. Et donc tout ça, ça passe par des streams qui rendered les suggestions orthographiques et qu'on transcrit dans cet éditeur de texte. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés pour faire des modals, comme tu nous as montré, Adrien,
Donc quelqu'un vient de le mettre, mais je remets dans le chat un article assez intéressant qui est sorti hier, quoi, je crois. En tout cas, je l'ai vu hier, de bearer.com, Ouais, tout à fait. qui sont assez forts en nettoyeur et qui ont un article assez compréhensif là-dessus. J'ai appris plein de choses en le lisant, donc n'hésitez pas à le lire. De la même manière, comme tu parles ressources, si vous voulez comprendre comment ça marche, les frames, tout ça, avec vraiment un tuto que je trouve extrêmement clair, extrêmement bien illustré, vous pouvez aller sur hotrace.dev, c'est un Français qui a C'est écrit Alexandre ça. Ruban, qui est peut-être avec Ouais, nous. c'est ça. Peut-être qu'il est avec nous, je sais pas. Moi, je trouve que c'est hyper limpide, c'est clair. Voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir un peu ces technos qui ont pas encore forcément. Parce que c'est vrai que la documentation en elle-même est assez, enfin, elle est bien, mais elle est assez succincte, je trouve. Et donc là, ça donne voilà des bons cas d'usage et bonne explication. Top. Merci beaucoup, Adrien. Bob, est-ce que tu peux nous faire une démo de comment ça marche dans votre site, dans Oui. Sauf si tu préfères qu'on passe directement à la question. Si. Non, mais comme j'avais pas testé le partage d'écran. D'abord, je voudrais féliciter Adrien Poli pour avoir fait une démo live, alors que nous, en faisant des vidéos enregistrées pour éviter l'effet Bonaldi. Donc moi, j'ai pas une vidéo, j'en ai 4, parce que voilà, c'est comme ça. Premier exemple. Où là, on utilise beaucoup Stimulus. On a remplacé beaucoup jQuery par Stimulus au fil de l'eau. Là, on fait de la validation d'adresse email qui permet de proposer une autocorrection. Est-ce que tu peux agrandir un peu ta fenêtre, parce que je la vois en tout petit là. Ah, je ne sais pas. Je la vois tout au centre en fait, je sais pas si... Non, je peux pas agrandir, c'est comme ça. Ok. Il a été filmé, je suis désolé. C'est pas grave. En gros, c'est pour indiquer qu'on utilise Stimulus aussi sur le front pour dire d'ajouter comme je disais tout à l'heure, de saupoudrer du comportement qui n'est pas forcément facile à utiliser en server-side rendering, quoi. Un autre exemple, ça là c'est un exemple de TurboFrame, où là on a un composant sur lequel on va ajouter un produit. Et tous les clics, comme disait Adrien, ce sont des envois de formulaires qui réaffichent qui refont un rendu sans avoir à recharger la page, quoi. Donc ça, c'est les choses qu'on peut faire assez facilement en TurboFrame, sans avoir forcément à sortir une grosse artillerie, quoi. Un exemple peut-être un peu plus parlant, c'est celui-là. Je ne sais pas si on voit bien. C'est juste un formulaire. Donc là, c'est le formulaire. Enfin, c'est un écran complet. Enfin, c'est un contrôleur qui permet de faire un contrôleur CRUD qui permet de modifier un score. Donc là, j'ai changé le score de D à A. J'enregistre et ça raffiche le chose. La chose intéressante, c'est que ce contrôleur ici, je peux l'intégrer dans une autre page avec une TurboFrame et ça a le même comportement. C'est-à-dire que là, j'ai pas le bandeau du haut, mais j'ai le formulaire qui va se rafficher. Et le bonus, la cerise sur le gâteau, c'est que ça met à jour aussi les deux pages en même temps grâce à TurboStream. Donc si je change d'un côté, ça va changer aussi sur l'autre fenêtre en même temps, quoi. Et ça avec très peu d'efforts, quoi. Et un dernier exemple, en fait, un peu similaire, c'est qu'on peut avoir le même comportement depuis un worker sidekick. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai cliqué sur le bouton pour générer une étiquette qui va faire appel à un worker qui va faire un appel à l'API du transporteur pour récupérer un numéro de transport. Et une fois que ce numéro est généré, on peut générer un stream à partir du worker qui va remettre à jour la page sur laquelle l'utilisateur est en affichant le code de suivi, quoi. Voilà. Donc en gros, c'était des exemples de choses qu'on peut faire assez facilement pour saupoudrer, comme j'aime bien le dire, l'UX de nos applications, quoi. Top. Et alors, mais du coup, vous avez l'air d'être tous fans de Hotwire. Donc j'allais vous poser une question. Vous qui avez codé en React, vous qui avez codé
potentiellement en React et potentiellement en Vue avant. Est-ce que Hotwire c'est mieux? Vous allez me dire c'est différent, mais finalement ça répond au même besoin. Toi, Adrien, tu avais déjà fait du Vue et du React avant? Oui, du Pardon, React. Poli. Ouais, j'avais anticipé. J'ai fait pas mal de React à une époque. Clairement, aujourd'hui, je trouve qu'on a une stack qui est hyper productive quand on est une petite équipe. On est sur une app où on veut avoir de l'interactivité, mais on n'est pas non plus dans du gaming ou des trucs où le front doit réagir à la milliseconde. Donc aujourd'hui, ça couvre vraiment 95% de nos besoins. Et on a toujours la possibilité, parce qu'on a des petites parties jeux, des choses comme ça, qu'aujourd'hui on traite avec du stimulus, mais où on commence à arriver un peu à la frontière où parfois on pourrait avoir envie d'avoir un truc vraiment hyper plus réactif. Et on peut mettre un petit composant Vue ou un petit composant React sur une page. Et ça marche très bien, ça. Mais tout le reste de l'application, Dis-moi on pour reste quel, sur le même justement, ça rendering. c'est intéressant, du coup, pour quel type de module, du coup, tu vas vouloir faire du Vue ou du React pour que ce soit bien clair pour tout Typiquement, le tu monde? vois des petits jeux, quoi. On a Ah des oui, petits jeux ah oui, pour les ok, enfants où ils ça vont, marche. tu arrives sur un truc et le truc, il est autonome. Tu même presque pas de, tu joues et puis après, tu presses le bouton et quand tu as bien répondu au truc, ça valide ton jeu, quoi. Mais quand tu es dans le jeu en lui-même, tu es que côté front et on peut imaginer des trucs un peu hyper interactifs, quoi. Donc ça, c'est Et, le truc que je vois. Après, ouais. sur l'autre partie, c'est côté mobile. Aujourd'hui, on a une application mobile qui est en React Natif qui englobe en fait en grosse partie via des WebViews notre application Hotwire. Et donc ça fonctionne bien grâce à React Native, en fait. C'est le Ouais, pont alors que vous faites, vous. c'est vrai qu'on a commencé ça à l'époque où Hotwire n'existait pas. Turbolinks Native venait d'être déprécié. Donc on est parti sur React Native. Aussi, comme le disait Intrépide, avec une optique d'avoir un seul langage à apprendre, à maintenir et tout ça. Donc ça marche. Après, on n'a pas toutes les features qu'on peut avoir aujourd'hui avec les adaptateurs natifs de Turbo. Mais bon, c'est quelque chose Et, qu'on aura dans notre roadmap. Bob ou Adrien, vous avez des pics de charge parfois sur votre site? C'est une question de Navid intéressante par rapport à cet aspect-là. Ah bah oui, nous, en tant que site e-commerce, forcément, pendant les périodes de promotion, de soldes, on a des gros pics de charge. Hein. Et du coup, tous ces TurboStream d'Inavid qui utilisent Redis en back, il imagine, ça risque pas de faire beaucoup de charges à pouvoir gérer. La question de Navid que je trouve pertinente par rapport à la discussion. Bah, pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis parce que, comme je le disais, on saupoudre et puis on voit surtout comment ça se comporte en période de charge, quoi. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, quoi. Heureusement, on a des bons partenaires pour faire tourner nos applications. Hein. Je ne sais pas si on peut faire de la pub, mais Vas-y, hein. Scalingo. chez Scalingo, ils sont très réactifs et dès Ok. qu'on a un souci, on peut très bien les contacter. Après, aujourd'hui, Comme on n'a disait pas du Nicolas tout. aussi, on s'appuie aussi sur Cloudflare hein, parce que Et après, on n'a pas du tout les mêmes enjeux que Doctolib ou Sora ou même peut-être vous en termes de trafic. Naturellement. C'est-à-dire que nous, si on a des problèmes de charge, déjà, on multiplie le nombre de dinos ou d'instances chez Scalingo et ça couvre déjà beaucoup des problématiques. On n'est pas dans des problématiques où on arrive à une limite technologique de base de données, quoi. Ok. Donc, Ouais, bien sûr. Et Intrépide, et tu ça voulais coûte beaucoup dire. moins cher de doubler le nombre de serveurs que de développer tout, quoi. ouais. Et aussi, quand on compare avec une application plus classique SPA, on va quand même avoir beaucoup d'API calls, donc peut-être pas autant d'API calls qu'on aurait avec TurboFrame, parce qu'avec les TurboFrame et les streams, on va avoir tendance à reproduire des effets qu'on aurait fait purement en JavaScript sans forcément avoir fait de call HTTP derrière. Mais bon, après, je pense qu'un très bon exemple, ça reste Hey, qui, pour le coup, a énormément de trafic et qui relaye beaucoup, il me semble. J'avais lu un article de DHH là-dessus sur le caching HTTP, pas mal de choses comme ça. Donc, il faut un peu réfléchir quand même à la façon dont tu organises tes frames et tes streams, comme
comme tu réfléchirais à la façon dont tu organises ton API ou ton application React. Donc, pour moi, c'est pas une limitation. Top. Et alors, du coup, c'est quoi les problèmes que vous avez rencontrés en utilisant, à part le mobile dont on a déjà parlé, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que vous avez rencontrés ou alors tout va bien et on devrait tous, au fur et à mesure, switcher sur Hotwire si on est des Railseux, quoi. Moi, j'ai un problème qui revient pas souvent, mais qui est intéressant à noter. Vu qu'on a beaucoup d'allers-retours avec le serveur Rails, quand on a une connexion, donc soit sur un navigateur web mobile ou qu'on a une connexion qui est pas forcément ultra stable et ultra avec un ping assez bas, on va avoir des petits problèmes d'interactivité où en fait on va cliquer et l'action va se passer 200-300 millisecondes après. Et en fait, Turbo a une solution entre guillemets, comme dans n'importe quelle autre app, hein, c'est de mettre un spinner. C'est une petite barre en haut qui va avancer quand la requête prend plus de X millisecondes, je sais pas c'est quoi le chiffre exact. Et malheureusement, en tout cas pour l'instant, on n'a pas encore trop de contrôle là-dessus. Moi, j'aimerais bien pouvoir me brancher dessus et avoir mon propre spinner ou quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on est sur des connexions pas très très stables, la snappiness n'est pas forcément au rendez-vous. Mais je pense qu'avec assez peu de ressources, on peut améliorer ça. Intéressant, intéressant. Vous autres, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez une autre vision de justement ce qui doit être amélioré, les problèmes que vous avez rencontrés? L'avantage de Turbo, enfin de Hotwire, c'est que ça envoie du HTML sur la ligne, quoi, mais l'inconvénient, c'est que ça envoie que du HTML. Parfois, on aimerait bien pouvoir, ne serait-ce que faire basculer une petite classe CSS sur un div, plutôt que de devoir re-render tout un pan du HTML de la page, quoi. Donc peut-être que ça, c'est des évolutions qui viendront. Sinon, après, il faut se tourner sur des fonctionnements de type Cable Ready ou Turbo ou Stimulus vraiment ciblés sur des classes. Bon. Il y a toujours moyen, on y arrive toujours. Hein. Mais c'est vrai que, comme disait David, ça serait bien qu'on puisse faire tout ce qu'on veut en Ruby et pas forcément devoir commencer à sortir le JavaScript fou pour, pour pouvoir juste changer une classe CSS, quoi, par exemple. En effet. Et Monsieur Poli? Ouais. Alors, le côté testing, c'est pas toujours. Enfin, c'est pas que c'est compliqué à tester. Enfin, on fait des tests d'intégration, mais en fait, c'est un peu tout le recul derrière de savoir un peu les good practices, quoi, sur comment la communauté adresse ces choses-là, comment on règle un peu certaines choses pour éviter les flaky tests en test d'intégration. Donc, il y a un peu toute cette base de connaissances qui nécessite toujours un peu de temps à se créer. C'est vrai que, alors maintenant, il y a quand même beaucoup de ressources qui existent pour apprendre Turbo et tout ça. Avant, c'était un petit peu, au tout début, je trouvais que c'était quand même un petit peu léger, mais bon, c'est déjà, enfin, ne serait-ce que la documentation qu'ils ont sortie, enfin, c'était génial, quoi, déjà pour une VR. Mais c'est vrai que là, maintenant, vraiment, la communauté a vraiment enfin, largement amélioré ça, donc ça devient quand même très agréable. Et il y a plein de forums où on trouve des questions-réponses. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que c'est facile à expérimenter. On peut vraiment faire ça sur des petites parties expérimentales ou non, mais on peut vraiment y aller très très progressivement. Et c'est ce qu'on Alors, a fait. je vous propose de conclure cet event. Déjà, merci à tous, les gars, parce que hyper intéressant. C'est la première fois du coup qu'on voit en live des apps qui tournent avec Hotwire, en tout cas pour moi. Bon, pareil, naturellement, mais de nouveaux exemples. Donc, vraiment hyper intéressant. Vos feedbacks nous éclairent et je pense que, comme on se l'a dit la dernière fois, c'est probablement quelque chose qui fait partie de l'avenir, en tout cas pour nous autres qui sommes sur elle, c'est une évidence. Et sinon, merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Merci pour ce temps passé avec nous. C'était vraiment un plaisir à la fois donc d'imaginer faire l'event le plus impactant pour votre année 2022. On a essayé de réfléchir à ce qui pourrait vous être le plus utile. On espère que à la fois le talk avec DHH, le talk avec nos amis licornes et le talk avec ces développeurs, magnifiques développeurs Hotwire, les plus intéressants qu'on a trouvé quand on s'est posé la question de qui faire intervenir. J'espère que ça vous a inspiré.
Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Je crois que l'équipe aussi, le chat s'est pas mal embrasé. Donc, voilà, merci à tous. Très bonne fin de journée. Et puis voilà, chez Withville, on recrute en permanence des développeurs seniors. Donc, si la vision que je vous ai présentée vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. On est en full remote en France ou à Paris, comme vous voulez. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée. Très bonne fin de journée. Merci Timothée. Salut. Merci, salut tout le monde.